Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek. Et oui, ce n'est plus tous les jours parce que maintenant j'ai repris le travail, mais quand même il y aura beaucoup de sujets dans cette Actu du Geek. On va commencer par The Ascent, vous verrez pourquoi vis-à-vis du Game Pass. On va parler aussi d'un petit studio Xbox. Il y a eu une interview de la chargée de communication Compulsio Game et c'est très intéressant sur plusieurs points. On va parler aussi de failles de sécurité grâce à Mehdi qui m'a donné une information assez intéressante, en particulier sur les CPU AMD, on va y revenir. On va parler aussi de PS5 parce que j'ai une autre information d'un autre abonné, Olivier, qui m'a rappelé une petite chose sur la PS5 nouvelle génération, le pourquoi du comment peut-être. On va parler aussi de process, on va parler de Switch, et oui je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de sujets. On va parler également d'un écran PC. Alors on m'a demandé est-ce que je choisirais comme écran PC, j'en ai trouvé un qui peut être intéressant. En tout cas il est très bien noté partout, même s'il a un petit défaut dont je reviendrai dessus. On va aussi parler de téléviseur. PP World a fait plusieurs vidéos dont une qui m'intéresse fortement, vous allez comprendre pourquoi. Et on va finir sur un film, et oui tant qu'on y est, on va finir sur un film. A tout de suite. Alors The Ascent, le jeu de Neon Giant, le studio Neon Giant qui est distribué par Curve Digital, eh bien ils ont fait 5 millions de dollars. 5 millions de dollars de chiffre d'affaires en 3 jours, c'est juste exceptionnel. Je vous rappelle, c'est une équipe de 12 développeurs, pas 300 ou 400 développeurs. Alors qu'est-ce qui est bien là-dedans, c'est qu'ils sont très contents et apparemment ils sont assez contents quand même du Game Pass parce que ça leur a fait une très belle publicité. Il faut savoir qu'il y a plus de 1700 sites et youtubeurs divers et variés, dont je fais partie, qui ont parlé de The Ascent. Bon, le jeu vaut vraiment le coup, il est très intéressant, surtout pour un petit studio de ce style-là, c'était exceptionnel comme jeu, et donc c'est mérité. Mais ils remontent qu'ils sont assez contents finalement, ça se voit, ils sont assez contents de ce qui s'est passé, et je pense du Game Pass, c'est-à-dire le Game Pass a éclairé leur jeu, le Game Pass a permis effectivement à beaucoup de gens de jouer, d'en parler, parce que le jeu était bon, je précise, d'en parler, et donc d'en faire sa renommée. Et justement, ça va de pair avec la chargée de communication de Compulsio Game, Nela Adjas, qui a dit qu'elle était très contente d'avoir intégré, leurs studios sont très contents d'avoir intégré les studios Xbox. C'est l'un des plus petits studios, et ce qui est assez intéressant dans son interview, il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est que d'abord, elle explique comment s'est passée l'intégration des studios Xbox, et visiblement ça s'est plutôt bien passé, puisque les studios interagissent entre eux, c'est la volonté de Phil Spencer, et apparemment c'est respecté, puisque les plus gros studios viennent en aide aux plus petits studios, et inversement, même si les plus petits studios, elle l'avoue elle-même, ont moins de choses à offrir que les gros studios. Ainsi, elle explique par exemple qu'actuellement, les équipes d'audio designers travaillent entre eux, travaillent avec d'autres équipes, et probablement que ceux qui ont également les graphic designers, etc., ceux qui font les moteurs de jeu, travaillent entre eux. Par exemple, ils utilisent Unreal Engine 4 pour leur précédent jeu, ils vont utiliser Unreal Engine 5. On sait très bien que Gear va utiliser Unreal Engine 5 et que Hellblade 2 aussi. Donc toutes ces équipes travaillent en communauté, ce qui est assez intéressant pour avancer plus rapidement. Elle précise aussi un autre fait intéressant, on lui a parlé de harcèlement, oui parce que ça existe, elle a expliqué que oui effectivement c'était un monde d'hommes, le jeu vidéo, surtout il y a quelques dizaines d'années, et même une décennie en arrière, c'était un monde qui était quand même majoritairement d'hommes, et que ça posait problème, quand vous étiez une fille par exemple, ça posait problème quand vous intégriez une équipe, ce qu'on peut comprendre. Elle a expliqué que Microsoft a une vraie politique anti-harcèlement, que toute l'équipe a eu le droit à une semaine de stage pour expliquer grosso modo que si jamais vous harceliez, vous étiez viré. Moi je vous ai résumé ça en 2 minutes. Mais donc ils ont eu toute une mise en lumière là-dessus sur le harcèlement moral, harcèlement sexuel bien entendu, etc. Écoutez, je trouve ça plutôt sain dans les studios, on a vu ce qui s'est passé dans d'autres studios, alors la seule question maintenant c'est de savoir si dans les studios Xbox, il y a par exemple du crunch, je serais très curieux de le savoir, puisqu'il y en a eu beaucoup, on le sait, dans d'autres studios, comme par exemple CD Projekt Red. Passons à la Switch, à l'ABC, qu'est-ce que je disais le 10 juillet? Écoutez ça, et probablement, pour ceux qui n'ont pas de Switch, si vous attendez un petit peu, vous aurez des promos sur l'ancienne version, sur la Switch classique, à 249 € peut-être, vers août-septembre, ce sera intéressant d'attendre. Bon ok, je me suis un peu trompé, j'avais dit 249 €, elle est plutôt à 269 €, je l'ai vu à 265 € à Carrefour, mais bon, c'était prévisible aussi, vous allez me dire, oui, bien entendu, c'était prévisible, ils vont écouler les stocks, et donc je le répète, si vous jouez peu dehors, c'est-à-dire dans la nature, la Switch classique sera largement suffisante. Moi, je l'ai utilisée sur Hades, je vous ai expliqué. Alors, il est vrai qu'une journée, je l'ai sortie dehors, à un moment donné, j'ai voulu la sortir, elle était dans mon sac, j'ai voulu la sortir, je l'ai allumée sur Hades, en particulier Hades, vous savez, c'est des tons un peu chauds, là où je me trouvais en enfer, c'était un peu chaud, et un peu les mêmes tons entre le personnage et le fond, et les ennemis.
Bon, ben, je voyais rien du tout, je vous le dis tout de suite, donc ce n'est pas fait pour l'extérieur. Peut-être que la OLED, effectivement, avec son pic de luminosité qui sera avec les AMOLED un peu plus supérieur, pourrait permettre de jouer dehors, pas en plein soleil, ça j'en suis persuadé, mais disons avec une luminosité un peu plus importante. Peut-être à vérifier, mais après si vous ne jouez pas dehors, ben, je vous conseille la Switch classique, surtout vous gagnerez 80 € par rapport au prix actuel, 350 € la OLED qui va arriver, 270, voire bientôt moins, même pour les modèles classiques qui vont encore baisser jusqu'à écoulement du stock. Alors Mehdi m'a signalé un article assez intéressant sur un glitch, une attaque matérielle possible sur tous les AMD Zen 1, 2, 3 qui existeraient. Vous savez qu'il y a eu Spectre, il y a plein d'attaques possibles, il y en a une nouvelle qui arrive apparemment. Qu'est-ce que va donner cette attaque si elle est utilisée? On n'en sait un peu trop rien. Les chercheurs ont trouvé un moyen effectivement de faire une attaque matérielle. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ça, évidemment, c'est les hackers qui pourront nous le dire, une fois qu'ils l'auront fait en l'occurrence. Je pense sincèrement que sur les ordinateurs personnels, on ne risque pas grand-chose, très honnêtement. Je ne vois pas un hacker essayer de s'infiltrer chez vous. Ça serait fort compliqué quand même, hein, parce que ça reste compliqué. Tout ça pour piquer peut-être un code de carte bancaire. Je n'y crois pas trop, ça peut exister, mais ça doit être extrêmement rare. C'est plutôt les industries, c'est plutôt les industriels, c'est plutôt les entreprises qui risquent. Mais la nouveauté, c'est que ça peut toucher les APU, et oui, les APU de la PS5 et surtout de la Xbox Series X et S. Et pourquoi je dis surtout de la Xbox Series X? Eh bien parce que je vous rappelle quand même, on oublie un petit peu, que le cloud, le xCloud, va être basé sur les Xbox Series X. Ils sont en train de remplacer les Xbox One par des Xbox Series X, et donc potentiellement attaquables. À voir, parce qu'il y a eu des modifications de fait, bien entendu, dans l'APU sur la partie CPU, à voir si effectivement c'est attaquable de la même manière qu'un CPU classique AMD Zen, mais moi je pense que c'est tout à fait possible. Après, pour faire quoi sur l'xCloud, ben, ça reste une question. Donc on verra dans les semaines à venir si AMD trouve une parade à la question. Et donc on va parler de la PS5 nouvelle génération, j'en ai parlé dans cette émission qui est ici, donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, je vous donne un peu plus de détails techniques. Et effectivement, Olivier m'a fait remarquer une chose très très juste que j'avais totalement oublié, et peut-être certains d'entre vous l'ont oublié aussi, c'est que Marc Cerny, dès qu'il nous a présenté la PS5, vous savez, avec tous ces schémas, il nous a dit une chose intéressante, il nous a dit, chez tous les utilisateurs de PS5, on va faire des remontées de données hardware, matériel, par exemple de température. C'est-à-dire que probablement, ils ont collecté un tas et un tas de données de température, qu'ils ont concaténées, et ainsi ils ont peut-être pu effectivement voir les problèmes potentiels et faire les corrections nécessaires. Ça aussi c'est un point que j'avais oublié. Alors quelqu'un m'a dit, l'avis de Gamer Nexus, Sony s'en contrebalance, il ne s'en occupe pas. Ben ça par contre je ne le crois pas, parce que quand même beaucoup de journaux JV l'ont reporté partout dans le monde, et que bon, son avis compte quand même, c'est-à-dire que effectivement, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont cru, mais ça veut dire qu'ils ont peut-être fait quand même des mesures complémentaires, ou qu'ils ont regardé un peu plus en détail la source du problème, si problème il y avait. Une autre personne m'a fait remarquer que le process des mémoires Micron avait peut-être évolué, peut-être, mais j'en suis pas bien sûr, c'est-à-dire que pour moi c'est le même process qu'avant, il n'y a aucune raison qu'ils aient changé de nœud de process, qu'ils soient passés par exemple sur du 5 nanomètres, je n'y crois pas du tout, de toute façon 5 nanomètres est totalement plein, donc je crois qu'ils sont restés également sur le même process qu'avant Micron, et donc il n'y a aucune raison que la température ait diminué de ce côté-là. Petite information sur le process, en passant, puisqu'on parle de process, TSMC, vous savez qu'ils ont augmenté leur prix. Alors, deux infos intéressantes, TSMC, ben, ils ont augmenté leur prix, mais pas de la même manière pour tout le monde, c'est marrant. Et oui, ils ont augmenté de 3% seulement pour Apple, alors qu'ils ont augmenté de 10% pour les autres clients du 7 nanomètres, 5 nanomètres, en l'occurrence. Comme quoi, on n'est pas tous sur le même pied d'égalité. Et par contre, Samsung a annoncé qu'ils allaient également augmenter leur prix, je vous l'avais dit, ils vont le faire, sous prétexte, paraît-il, qu'il faut que tous les fondeurs soient au même prix, à peu près équivalent. Oui, c'est sûr. Si TSMC avait baissé leur prix, je suis pas sûr que Samsung aurait dit la même chose. Alors on m'a demandé s'il y avait des écrans PC qui étaient assez intéressants. Il y en a un qui est assez connu, hein, c'est le Asus VG27AQ, je vais y arriver, 27 pouces, 165 Hz en mode boost, en mode overclocké, 144 Hz sinon. C'est un écran qui est jugé excellent par beaucoup de sites qui l'ont testé. Alors on va parler d'abord des qualités, les G5, Freeze 5, ELMB5, c'est une variation de la synchronisation qui est faite par Asus. Ça intercale une image noire, un effet stromboscopique spécialement synchronisé avec notre vue, ce qui fait comme effet qu'on a des mouvements beaucoup plus nets, beaucoup moins flou que sur un écran traditionnel. Rémanence mesurée, c'est important le mot mesuré parce que ce qui est écrit c'est autre chose, mais mesuré de 8 millisecondes, input lag de 8 millisecondes, donc aucun problème pour le gaming, il est estampillé gaming. Alors quel est le problème de cet écran? Eh bien il y en a un principalement, c'est le glow, c'est-à-dire c'est les coins de l'écran qui sont plus lumineux que le centre. Il est plus ou moins prononcé selon les écrans que vous allez recevoir et plus ou moins prononcé selon ce que vous allez regarder. C'est-à-dire si vous faites du jeu, c'est moins prononcé que si vous regardez par contre des films sur votre écran. Il faut le savoir. On peut diminuer l'effet, il y a plein de moyens de diminuer l'effet, en diminuant un peu la luminosité par exemple,
mais effectivement, il est quand même présent. Plusieurs utilisateurs l'ont signalé, certains trouvent que c'est tout à fait convenable, il y a même des utilisateurs qui ne voient pas cet effet, quasiment pas cet effet, et il y en a d'autres pour qui c'est insupportable, il faut bien le préciser quand même. Donc si vous le commandez, vous avez toujours la possibilité de faire un retour. Voilà, vous connaissez le défaut de cet écran, mais c'est un très très bon écran sinon. Regardez les avis, je pense que peu d'écrans ont autant d'avis positifs. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me citer des écrans que vous pensez, que vous jugez tout aussi bons, voire meilleurs. Alors on va parler de Hisense, je mettrai dans la description de cette vidéo, et c'est normal, bien entendu, le lien vers la vidéo de PP World. Mais ce qui est intéressant, je vais vous faire un résumé, et par contre, il y a un détail qu'il a noté, mais il n'est pas allé plus loin, et moi je vais aller plus loin, vous verrez lequel. Je vais parler donc de l'Hisense OLED à 55 pouces, que Hisense a décidé de sortir, alors si les distributeurs suivent le jeu, c'est ce qu'il précise, hein, à 1000 €. Donc on peut dire peut-être à 990 €, c'est-à-dire moins de 1000 €, un OLED 55 pouces. Alors vous allez me dire, ah la dalle elle est pourrie, hein. Non, c'est une dalle LG, de dernière génération visiblement, qui est la même d'ailleurs que le modèle supérieur à 2000 €, c'est exactement la même dalle, sauf sur un détail important quand même, car c'est une dalle qui va jusqu'à 800 nits, ou 800 candelas par mètre carré, en termes de pic de luminosité, ce qui est assez nouveau, vous savez, les nouveaux LG, ils font ça. Mon écran à moi, le C10 par exemple, on est plutôt à 700 candelas par mètre carré. Donc il y a plus de luminosité sur cet écran que sur le C10, qui est quand même assez intéressant. Autre fait intéressant, il possède absolument toutes les normes. HDR10+, Dolby Vision, IQ bien entendu, IMAX, j'en passe, DTS et j'en passe. Il a absolument toutes les normes Dolby Atmos, etc. etc. Donc vous n'aurez aucun problème de normes, si vous branchez un quelconque appareil dessus, ça fonctionnera. Alors vous allez me dire, mais il est merveilleux cet écran, quel est le problème? Eh bien c'est bien simple. Le premier problème, c'est que c'est une dalle 50 Hz, c'est pas une dalle 100 Hz, contrairement à son grand frère à 2000 €. Et tous les modèles Hisense, il le précise, tous les modèles Hisense, également les LCD, également le mini LED, ils sont tous à 4K 60 Hz pour le gaming et non pas 120 Hz. VRR ALLM. Et c'est important parce que il l'a noté d'ailleurs, PP World, il l'a dit. Hisense a dit on ne va pas à 120 Hz quand on a un problème matériel. Et c'est quoi le problème matériel? Je vous le rappelle déjà, 4K 120 Hz, ALLM ou VRR. Eh bien c'est la puce Mediatek. Encore une fois, je pense qu'il y a une puce Mediatek qui limite dans ce Hisense, dans tous les Hisense, comme dans Panasonic, comme dans Sony, etc. etc. Sauf que Hisense va plus loin. Et c'est là que c'est intéressant parce que PP World le dit. Hisense a dit il n'y aura pas d'update firmware sur ce plan-là. C'est-à-dire que Hisense, ils ont dit non, il n'y aura pas d'update possible parce qu'on a un problème matériel, on est limité matériellement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher à aller à 120 Hz avec du ALLM et du VRR, ils restent en 4K 60 Hz, point final, parce que apparemment, ils savent que l'écueil est trop grand. Donc ça me questionne sur tous les écrans Sony, ça me questionne sur les écrans qui sont bien entendu estampillés 4K 120 Hz, VRR et ALLM actuellement, et dont on sait que les équipes cherchent à faire du VRR 4K 120 Hz. Vont-ils y parvenir avec des puces Mediatek? Je n'en suis pas sûr, à voir. Précision quand même, visiblement TCL par exemple, on m'a dit qu'effectivement ça fonctionnait en 4K 120 Hz, VRR, ALLM, donc je dis à vérifier tout ça, ça dépend peut-être également de la puce qui est utilisée à l'intérieur du téléviseur. Et pour finir, je vais vous parler de Kate. Kate, le nouveau Netflix qui est apparu. Donc c'est un film d'action, voilà, tout simplement, un film d'action girl power comme on dit, c'est-à-dire c'est une femme qui est la super héroïne de ce film. Alors que dire de ce film? Eh bien écoutez, moi j'ai bien aimé, je vous donne tout de suite la tonalité de ma critique, mais pourtant critique il va y avoir, et je vais commencer d'ailleurs par les critiques, c'est-à-dire que le scénario tient sur un timbre-poste, et encore à moitié découpé. On peut également citer que c'est hyper prévisible. Vous savez, il y avait prédiction avec Nicolas Cage, et je crois que je me trouvais dans ce film parce que j'ai à peu près tout compris dès le début et je dois vous dire, dans les 5 minutes, je savais ce qui allait se passer à la fin quasiment. C'est quand même un peu dommage. Surtout qu'ils essayent de faire des rebondissements, mais personnellement, en tout cas, ça n'a pas marché. Mais je ne spoilerai rien, donc je n'irai pas plus loin. On peut également citer que c'est le fourre-tout d'à peu près tous les films que vous avez vus, c'est-à-dire Nikita, John Wick, Kill Bill et j'en passe. Allez, on met tout ça dans Kate et on fait un mélange et on sort un film, ça s'appelle Kate. Et pourtant, c'est pas mal. Et pourquoi c'est pas mal? Parce qu'il a des qualités, ce film. Donc ce ne sera sûrement pas un chef-d'œuvre, mais il a quand même quelques qualités. La première qualité, c'est son actrice. Mary-Elizabeth Winstead, écoutez, elle se débrouille plutôt bien. Alors, bien entendu, elle est doublée dans certaines scènes, mais elle porte le rôle. Et quel rôle, vous comprendrez en regardant le film. Et elle le porte tout le long avec brio, j'ai trouvé, elle était efficace. C'est tourné à Tokyo et c'est tourné d'une très belle façon à Tokyo. Ça rend hommage à Tokyo, la photographie est très belle, elle est pimpante, mais elle est très très belle.
Les lieux sont intéressants, il n'y a pas que des lieux exotiques, il y a des lieux, il y a tous les lieux qui sont montrés. C'était plutôt un Tokyo pas mal rendu. Le deuxième point positif, c'est la musique, c'est la BO. Et oui, parce que c'est des groupes japonais qui accompagnent le film, et ils n'ont pas mis des groupes américains, c'était le minimum, mais au moins c'est efficace, c'est-à-dire que ça accompagne bien l'ambiance. Le troisième point également, c'est l'action. Et oui, car il y a beaucoup d'action, et en plus les scènes de combat sont très très bien orchestrées, c'est très bien trouvé, il y a des scènes qui sont assez gore, il faut bien le reconnaître, assez sanglantes, mais c'est très bien trouvé. Kate doit se débrouiller avec tous les objets qu'elle trouve, et ça j'ai trouvé plutôt original. Même si ça n'est pas original, puisqu'on l'a déjà vu, bien entendu, dans d'autres films. Ce que j'ai trouvé également très très bien, c'est la course de voiture très jeu vidéo. Et bien c'était bien trouvé, vous verrez pourquoi. C'est très court, c'est pas du Fast and Furious, et c'est tant mieux, hein, ça ne dure pas 3 heures, tant mieux. Et justement, c'est très efficace. On peut également citer l'histoire. Certes, elle tient sur un timbre-poste, mais elle est bien conduite. Ce n'est pas original, mais c'est quand même bien trouvé. J'aurais arrêté le film, moi, 10 minutes avant. Si vous regardez le film, vous me direz, vous aussi, si vous auriez arrêté le film au même endroit que je pense. Mais bon, même la fin est intéressante. C'est une fin plutôt correcte. Et on peut également citer que Kate, l'actrice, mais bon, Kate, en prend plein la figure et ça fait du bien. Alors c'est la tendance actuelle, les héros et héroïnes s'en prennent plein la figure, on n'est plus au temps où il y avait juste une petite marque sur le visage après avoir fait 10 000 combats. Non, là on peut dire qu'elle s'en prend plein la figure, vous verrez pourquoi. On souffre un peu pour elle, mais au moins c'est réaliste. Petit défaut supplémentaire quand même, j'ai trouvé que la jeune fille qui a accompagné tout le long Kate, vous verrez le film, eh bien, c'était un peu surjoué, ça veut dire qu'à des moments, c'était pas tout à fait, ça sonnait pas tout à fait vrai. En fait, le problème de ce film, c'est qu'ils ont voulu danser également sur deux pieds, c'est-à-dire d'un côté très sombre et d'un côté, ils ont voulu danser sur un pied plus léger, plus déjanté. Et on ne sait jamais trop où se situer à certains moments. Mais dans l'ensemble, ça se tient quand même, je vous le répète. Eh bien écoutez, si vous avez vu le film, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.